Désormais, c'est officiel, la République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à signer dans les prochains jours l'accord de paix à Washington. L'annonce a été faite ce vendredi soir par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant ses compatriotes vivant au Brésil. Un reportage signé Giscard Koussima. C'est dans une effervescence particulière que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli par ses compatriotes vivant au Brésil. Ils ont parcouru de longues distances pour joindre la ville amazonienne de Belém pour prendre les informations de première main auprès du premier citoyen et père de la nation. Décontracté et visiblement soulagé, le chef de l'État a fait savoir que les processus de paix de Doha et de Washington connaissent un aboutissement heureux dans le prochain jour. Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali ko kamba yango malamu, mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi. Pokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te, bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans. Tozali kolemba te, tozolela kaka bandeko na biso, mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington, na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar, ekomi pembeni esila. Na mikolo ezali koya awa, ba américain, notamment Maison Blanche, et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo ana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te, toyebi ke bitumba wana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba wana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele oyo bazalaki kobongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Par ailleurs, il a dit avoir eu des entretiens fructueux avec son homologue brésilien Lula da Silva. Le président de la République a fait savoir que la RDC et le Brésil, deux partenaires traditionnels, vont développer une coopération bilatérale sud-sud dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, les commerces et l'agriculture. Et de retour à Kinshasa, direction Assemblée nationale pour parler de la clôture des dépôts des candidatures pour le bureau définitif. Les dossiers des candidats sont bel et bien enregistrés et plusieurs députés se sont présentés pour soumettre leur candidature. Parmi eux, la députée de Kinshasa, Christelle Vanga, a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint. Rendez-vous le mardi 11 et mercredi 13 novembre pour le début de la campagne. Tété Bongunja et Anim Balaka dans ce reportage. À Kinshasa, les temps s'est durci et les ambitions s'affirment. Dans la course au bureau définitif de l'Assemblée nationale, une voix venue de l'Est se distingue. Celle de l'honorable Irachan Gracien de Saint-Nicolas, élu de Bounia dans la province de l'Ituri. Candidat indépendant au poste de rapporteur adjoint, dont la candidature a été déposée après la démission de l'honorable Mounongo. Il prône une opposition républicaine engagée au service du peuple et des institutions de la République à un moment où le pays fait face à l'agression du Rwanda et où plusieurs voix dénoncent des complicités politiques. Il n'y a aucune base légale qui permettra à ce que ma candidature soit élaguée, tout simplement parce que je suis un député national en fonction et je suis en train d'agir suivant notre constitution en son article 101 et suivant notre règlement intérieur à ses articles 27 et 28.
Et vous savez que je suis de l'opposition, mais aussi j'ai un document qui me permet aujourd'hui de me représenter en indépendant. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui et donc il n'y a pas de raison pour que cette candidature soit déclarée irrecevable. Issu d'une région meurtrie, mais résiliente, Irachan Gracien veut incarner une autre manière de faire la politique fondée sur la transparence, le patriotisme et la responsabilité. Dans un climat de tensions et de défis nationaux, sa candidature se veut en appel à l'unité et à la défense de la République. À l'Assemblée nationale, Lélie de Bounia entend prouver que l'indépendance peut aussi être un acte de courage. La plénière solennelle pour l'élection du bureau définitif est prévue ce jeudi 13 novembre à partir de 13h. Les candidats retenus y présenteront leur message avant le scrutin. Après avoir accompli toutes les formalités administratives auprès du bureau de réception des candidatures et signé les registres d'enregistrement, l'élu de Kinshasa a invité ses collègues députés à lui accorder leur confiance lors du scrutin à venir. Prenant la parole à l'issue du dépôt de son dossier, Christelle Voanga a déclaré placer sa démarche sous les signes de la cohésion et du rassemblement, loin de toute logique des rivalités politiques. Alors je suis venue pour solliciter le poste de rapporteur adjoint, poste de l'opposition, que du point de vue géopolitique, au sein du bureau de l'Assemblée nationale, Kinshasa comme capitale doit absolument être représenté et nous représentons valablement Kinshasa et je réitère encore pour le dire, à ce jour, j'occupe le poste de vice-présidente en Afrique des femmes parlementaires de l'opposition et donc c'est un honneur pour nous d'occuper ce poste qui est destiné à l'opposition. Dans le même registre, le député Jetro Muyombi, l'élu de Lubumbashi, est revenu sur les soutiens apportés aux candidats de l'Union sacrée Aimé Boji qu'il qualifie de choix de l'unité et de la stabilité institutionnelle. Le règlement dit que ce poste revient à la majorité présidentielle, à l'Union sacrée. Et ça a été un plaisir d'accompagner notre candidat, qui est l'honorable Aimé Boji, à ce poste de préchoir de notre chambre. Les dépôts des candidatures pour les postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale a pris fin ce vendredi, conformément au calendrier électoral établi par la commission d'organisation interne. En mission à Kisangani, le vice-premier ministre au ministre de la Défense, Guy Mwantambita, a clôturé sa tournée par une descente au centre d'instruction de Lokossa et au camp Barouma. Objectif, galvaniser les troupes, inspecter les chantiers militaires et rappeler l'engagement du gouvernement à renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo. Sandra Nyangui et Giresto Fundu dans ces reportages. À Kisangani, le temps est donné. Discipline, patriotisme et action. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, n'a pas mâché ses mots face aux troupes. Avant de regagner Kinshasa, il a tenu à réarmer moralement les nouvelles recrues et relancer les projets clés pour redynamiser les FRDC. Au cours d'une causerie morale, Maître Guy Kabombo Mwantambita a salué leur patriotisme et leur engagement volontaire dans les rangs des FRDC. Il a insisté sur l'importance de la discipline et de l'attachement à la patrie tout en réaffirmant que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort pour la redynamisation des forces armées et l'amélioration de leurs conditions. Je suis venu vous voir au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour vous rassurer. Koyebisa bino ke tokosala nyonso parce que lokola bino moko boponi bobundela mboka na biso sengeli gouvernement donc ministère ya défense tocha nyonso na disposition ya ba formateur na bino po bapesa bino formation ya bien. C'est pour cela que je vous remercie beaucoup pour votre dévouement et la volonté de défendre notre pays. Dans une approche de proximité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général adjoint, le lieutenant-général Tchaligonza Ndourou Jacques, a également visité le centre d'entraînement de Baouma, où il a tenu un échange similaire. Il a inspecté plusieurs infrastructures militaires en cours de rénovation et procédé au lancement officiel de la cabine électrique desservant les sites de Lokossa et de Baouma à la grande satisfaction
satisfaction des bénéficiaires. Enfin, fidèle à son esprit de coûte, Maître Guy Kabombo Modianvita a rencontré les épouses et veuves des militaires. Dans un échange interactif, il a promis de continuer à plaider leur cause et leur a remis une enveloppe pour subvenir. 60 médecins congolais se rendent au Maroc pour un stage de perfectionnement. Le ministre de la Santé a remis les titres de voyage et passeport aux médecins en les invitant, allais-je dire, au professionnalisme et saisir cette occasion pour apporter un plus au pays. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la couverture santé universelle, place la formation des professionnels de santé au cœur de ses priorités. Cette initiative, pilotée par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, vise à renforcer le système de santé en offrant aux médecins l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences et de se spécialiser dans divers domaines médicaux. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a supervisé personnellement la remise des documents, titres de voyage et passeports aux médecins et personnels de santé qui se rendent au Maroc ce samedi 8 novembre 2025 pour une formation. Le ministre de la Santé publique a encouragé les médecins à tirer les meilleures parties de cette opportunité, leur rappelant l'impact positif qu'ils auront à leur retour sur le système de santé en République démocratique du Congo. Dans le cadre de sa politique et de sa vision de la couverture santé universelle, qui est une stratégie d'amélioration de l'accès aux soins pour nos populations, nous avons décidé de travailler sur les 3 axes essentiels qui sont, le premier, c'est l'amélioration de l'offre de soins, c'est-à-dire ce qu'on trouve quand on va à l'hôpital, quand on va voir un personnel de santé. Et deuxièmement, est-ce qu'on trouve du personnel qualifié? Les médecins et le personnel de santé sélectionnés ont exprimé leur gratitude au président de la République, premier médecin de la RDC, au gouvernement pour cette grâce qu'ils ont aujourd'hui. Grâce à l'engagement du gouvernement de la République et au soutien du chef de l'État, ces personnels de santé auront l'occasion de se perfectionner, contribuant ainsi à la réalisation de la couverture santé universelle souhaitée par le premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parlons de cette rencontre du ministre des hydrocarbures de pays africains à l'occasion de la 48e session du Conseil des ministres des hydrocarbures à Brazza, au terme de laquelle la ministre Akasia Batoubolé a été désignée vice-présidente de l'Organisation de pays producteurs de pétrole africain. Erika Bamba. L'RDC a marqué un point majeur sur la scène énergétique africaine. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures Akasia Batoubolé Mbongo, a été désignée vice-présidente de l'Organisation des pays producteurs des pétroles africains. Cette désignation a eu lieu lors de la 48e session du Conseil de ministres de la peau tenue en marge de réunions statutaires de fin d'année qui se sont déroulées du 31 octobre au 4 novembre 2025 à Brazzaville. Ce succès est attribué aux orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au soutien de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Je suis très satisfait. Je dois sincèrement remercier d'abord son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Madame Akasia Batoubolé Mbongo, celle-là qui a été par son devoir patriotique, elle a pris l'option dans moins d'un semestre mener la RDC sur la chaîne pétrolière africaine et internationale. C'est une femme exceptionnelle. Elle a décidé et elle a réalisé. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente de l'organisation. La participation de la ministre d'État, ministre des hydrocarbures Akasia Batoubolé Mbongo dans ces forums est un soutien à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central pour défendre les intérêts du pays dans le secteur des hydrocarbures.
Et la journée internationale du nanisme célébrée chaque 25 octobre a été marquée en République démocratique du Congo avec quelques jours de décalage. Le ministre en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé la cérémonie officielle à Kinshasa, une journée pour sensibiliser contre le préjugé et promouvoir la dignité des personnes de petite taille, souvent victimes de stigmatisation. Betty Amani pour les reportages. Bien que célébrée dans le monde le 25 octobre de chaque année, la journée internationale du nanisme a été commémorée en RDC ce jeudi 6 novembre à l'initiative du ministère en charge des personnes vivant avec handicap avec l'appui du BCNUDH. Placée sous le thème « Non aux monnaies, en route vers une république inclusive, droit, dignité et participation des personnes de petite taille », cette journée a rassemblé à Kinshasa plusieurs acteurs engagés pour la dignité et l'égalité de personnes de petite taille. Objectif, briser les stéréotypes et rappeler que chacun mérite respect, reconnaissance et égalité de chance. Au nom du gouvernement, la ministre déléguée Irène Sambodiata a salué la vision inclusive du président de la République, soulignant que des personnes de petite taille occupent désormais des postes de responsabilité dans l'administration publique. Une avancée concrète vers une société plus juste. Le monde sache que nous ne pouvons pas évoluer en excluant une catégorie, et cette catégorie, ce sont les personnes atteintes de nanisme. Et je voudrais ici dire merci au président de la République qui a pensé à cette innovation parce qu'il s'agit là d'une des catégories de personnes qui étaient longtemps oubliées. La synergie des personnes de petite taille et le BCNUDH ont réaffirmé leur engagement contre la stigmatisation et la participation citoyenne des personnes handicapées. Clôturée dans une ambiance festive, la cérémonie s'est achevée sur une note musicale signée d'un orchestre des personnes de petite taille. Symbole fort d'une inclusion vécue et célébrée avec fierté. Une journée pleine de sens, marquant ainsi un pas de plus vers une république où la différence devient force et non barrière. Et la procureure fédérale du Royaume de Belgique est à Kinshasa. Elle a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. La lutte contre la criminalité transnationale était au menu de leur rencontre. Reportage. En séjour de travail à Bruxelles en Belgique, le ministre provincial de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs, de la Culture et des Arts de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, a échangé à bâton rompu avec la députée fédérale belge d'origine congolaise, Lydia Mouchebe Lengoy, autour de voies et moyens efficaces de cristalliser certains projets de collaboration pour la ville-province Kinshasa. Bien, on s'est dit que la culture congolaise, c'est le lien fort qui nous unit. Au travers du monde, tous les Congolais, on a la même culture. Qu'on ait changé de nationalité ou pas, on a cette culture qui est notre base et on doit consolider les liens pour que la culture congolaise continue d'être véhiculée dans les Congolais, chez les Congolais et que les autres personnes qui ne sont pas congolaises aussi puissent connaître notre culture. Cette séance de travail, rehaussée de la présence de la directrice générale du Centre culturel congolais de Bruxelles, Nancy Mariam Kawaya, était une belle opportunité pour tous de booster les aspects positifs d'une coopération culturelle efficace entre Kinshasa et Bruxelles. Cette initiative de créer ce centre culturel avait pour idée d'avoir un espace de promotion, de célébration des cultures congolaises et africaines de manière plus large. Beaucoup de Congolais le fréquentent et on fait en sorte que ce soit eux qui nous proposent aussi des activités, qui nous proposent eux leurs initiatives et que nous on puisse porter cette initiative à travers le centre culturel congolais. Beaucoup de Congolais et puis des Africains aussi de manière générale. Selon le ministre Bob Amisoyo Kalumbila, ces initiatives s'inscrivent pleinement dans la vision du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, pour une jeunesse dynamique et une culture rayonnante. En soutien aux efforts de guerre, le fidèle de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité des Refuges, ont offert 2 millions de francs congolais pour les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. Le chèque de ces montants a été remis au ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Elias Ntambwe. Serge Merlet-Mata.
C'est au bureau du premier vice-président de l'Assemblée nationale que s'est déroulée cette brève cérémonie symbolique mais significative qui souligne l'importance de l'unité nationale face à l'agression extérieure. Ces soutiens financiers de 200 millions de francs congolais restent pour les fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du monde, cité des refuges qui dirige les prophètes milundois Jules, une façon de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur lutte contre l'agression du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, a dit le professeur Jean-Claude Chilumbaï, premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était lors de la remise de ces chèques au ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants. Très touché par cet acte de solidarité, les Etomboué a salué ces gestes patriotiques des enfants de Dieu, avant de remercier la représentation nationale. L'essence patriotique qui a animé cet homme de Dieu et les fidèles de l'Église n'a fait que marquer notre attention. Nous lui sommes très reconnaissants. J'étais la fois passée à Ouvira, j'ai vu que même un Tchérien peut aider. Merci également à la représentation nationale. Juste après avoir reçu ces dons, et les Etomboué s'est dirigé immédiatement vers les cabinets des vice-premiers ministres en charge de la défense nationale pour les lui déposer. C'est son directeur de cabinet qu'il a réceptionné en présence d'autres membres de son administration. Et puis cette question, quelle est la situation actuelle de la firme Transco eu égard à la problématique des assurances de bus et de conduite de ses chauffeurs, de pistes de solutions à cette problématique en matière au cœur de la réunion extraordinaire du comité directeur et du conseil d'administration de cette firme. Pierre Ombouillou. Passer au crible de manière rigoureuse l'état des lieux actuel de la firme de transport en commun dans toutes ses dimensions, à travers la problématique multisectorielle et multiforme des assurances de bus Transco d'une part et de la conduite des chauffeurs d'autre part. Telle était l'une des résolutions et articulations phares de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de cette firme à vocation hautement sociale. Il s'agissait de faire un examen sur la situation générale du Transco et voir dans l'ensemble ce qui doit être fait pour améliorer les choses. Rehaussé de la présence des membres du comité de gestion, des administrateurs, des directeurs chefs de département et de la présidente de la délégation syndicale de Transco, cette réunion, axée sur les pistes des solutions, a permis au directeur général de fixer l'opinion sur le processus de la digitalisation des activités de ces services publics de l'État. Le Conseil a aussi fait des recommandations assez efficaces et il y a eu encore de pistes de solutions envisagées pour pallier à ces déficits-là. Nous avons besoin des équipements en bus nouveaux pour pallier aux problèmes de rentabilité et à une bonne gestion. Nous avons projeté aussi des projets de digitalisation et nous demandons aussi à l'État de nous accompagner par rapport du côté du fisc, toutes ces charges telles qu'évoquées. À travers cette réunion extraordinaire de son comité d'administration, la firme Transco s'engage à traduire en acte la vision sociale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'offrir aux Congolais des meilleurs moyens de mobilité urbaine et interprovinciale pour tous. Il s'est tenu à Kinshasa la 13e édition du congrès de l'Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa pour mettre en lumière un enjeu crucial, celui de rendre le soin de santé accessible à tous. Un commentaire signé Kenta Mangalano. La couverture santé universelle, défi et perceptive, thème abordé à la 13e édition du congrès de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa pour mettre en lumière un enjeu crucial, celui de rendre le soin de santé accessible à tous. Avec le coût de soins de santé excessif pour 2 millions de Congolais, le malade de rein figure parmi les plus touchés. Télésphore Ndoubaki Lima, président de l'association congolaise de personnes avec maladie de rein, porte la voix des oubliés du système. Son plaidoyer est clair, il faut une action concertée entre le ministère de la Santé et le Parlement pour l'adoption d'une loi sur la transplantation d'organes et soulager le malade de rein. Si la couverture santé universelle peut couvrir, peut subventionner les hôpitaux, ça va alléger les malades de rein, ça va permettre à ce que même les démunis, les indigents peuvent aussi suivre les soins médicaux. Parce que les soins médicaux, c'est un droit, ce n'est pas un privilège. Un message qui touche à un cri du cœur qui rappelle l'urgence d'une réponse nationale face à de maladies chroniques. Le gouvernement congolais s'est vu à l'écoute de préoccupations. Dr Kabila
coordonnateur de la couverture santé universelle en RDC, rassure pour une analyse de recommandations sans complaisance. Entre science et solidarité et compassion, c'est le 13e congrès, un rendez-vous médical d'envergure nationale et scientifique pour de médecins congolais, locaux et ceux de la diaspora. S'impose comme une tribune d'engagement, un espace où la recherche rencontre l'humain et où la médecine se souvient de sa première mission, sauver de vie. Du côté de malades de rein, on attend désormais des solutions concrètes pour leur prise en charge. Et dans le cadre du 8e semaine de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, le registre congolais des traumatismes a tenu sa 8e édition placée sous le thème « La prise en charge de traumatisés ». Grave occasion pour les étudiants en médecine et les prestataires de soins de procéder à la pratique redépendante et Anastasie Dombo. Le registre congolais de traumatisme, Recotrauma, vient de respecter la tradition avec la tenue de son 8e séminaire, qui se greffe au 13e congrès de l'Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa à Sultani River. La prise en charge des traumatisés graves en préhospitalier, c'est le thème qui était au centre des échanges avec plusieurs orateurs qui ont tour à tour expliqué la quintessence, notamment la généralité sur les traumatismes graves avec le docteur Mbakalor, les brûlures expliquées par le docteur Nzinga et plusieurs hôpitaux membres du Recotrauma ont partagé aussi leurs expériences locales sur la prise en charge, le cas des cliniques. Le professeur Ntiala John, président du Recotrauma, et le professeur Jean-Robert Nzamouchi, secrétaire général, donnent l'essentiel de cette rencontre. Centré sur la prise en charge des traumatisés graves. On voit encore aujourd'hui, quand il y a un accident, les gens, au lieu de s'occuper de la victime, les gens se précipitent plutôt pour faire des photos et envoyer des photos dans les réseaux sociaux. On aimerait que cette attitude cesse, qu'on soit médecin ou pas, qu'on soit infirmier ou pas, ou personnel de santé ou pas, tout le monde peut porter secours à un accidenté de la route. Donc ce préalable, ce préhospitalier, nous avons insisté pour qu'il soit managé le mieux possible pour qu'il puisse finalement, pour qu'on puisse faire en sorte que le patient soit pris en charge dans les meilleures conditions. Donc c'est la phase initiale sur laquelle nous avons insisté lors de ce 8e séminaire de Recotrauma. C'était donc une occasion offerte pour les étudiants en médecine et les prestataires de soins de santé de procéder à la pratique sur ce sujet. Le Recotrauma est aujourd'hui la réponse nationale en matière de la traumatologie. Célébration 130e anniversaire de journée radiologique de la République démocratique du Congo placée sous le thème international l'excellence en imagerie médicale. Pour la circonstance, 2 jours sont consacrés à un colloque d'échange sur l'intelligence collective. Reportage redépendant. Ouverture ce vendredi à Kinshasa des journées radiologiques de la RDC. Les participants à ces assises, 2 jours, vont échanger sur l'intelligence collective, technologie et équité dans les soins en imagerie médicale à l'ère de la couverture santé universelle. Ces colloques des spécialistes en radiologie et imagerie médicale de la RDC avec la participation de ceux du Congo-Brazzaville s'inscrit dans le cadre de la journée du 8 novembre dédiée à la radiologie, thème international de cette année et l'excellence en imagerie médicale. La présidente du Conseil national des professionnels d'imagerie médicale, la chef des travaux Marie-Josée Mwaka Diela de l'ISTEM Kinshasa, a mis un accent sur l'imagerie médicale et la couverture santé universelle. Enjeux et opportunités pour la RDC. Une couverture santé universelle sans imagerie médicale est incomplète. L'imagerie médicale est devenue le pilier de la médecine. La médecine ne sait plus se passer de l'imagerie médicale. Il faut nécessairement, pour une couverture santé universelle, adopter des stratégies pour subventionner certains actes d'imagerie médicale, afin que toutes les populations, démunies ou riches, aient accès équitable aux soins de santé. Toutes les interventions de ces premiers jours ont convergé en un seul sens, à savoir l'incontournabilité de l'imagerie médicale comme pilier dans le système de soins de santé. Cela du fait que l'imagerie médicale est devenue un outil de prévention et de diagnostic. À la veille du lancement officiel de la formation des 2500 nouveaux magistrats
promotion 2025, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu à Kinshasa. D'autres détails dans ce reportage. Une nouvelle génération de magistrats s'apprête à franchir le pas, prête à servir la justice, à incarner le renouveau tant attendu de la magistrature congolaise. À la veille du lancement officiel de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce vendredi à Kinshasa. Une séance présidée par le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Au menu, le dernier réglage autour de la grande cérémonie prévue ce samedi 8 novembre dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Les discussions ont permis de passer en revue tout le contour organisationnel et protocolaire de cet événement majeur dans la vie du pouvoir judiciaire congolais. Mais au-delà de la logistique, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est également penché sur des questions de fond, notamment le traitement de dossiers administratifs. Ils étaient nommés, oui, mais il faut maintenant former pour qu'ils changent la manière de vivre, qu'ils vivent comme des magistrats. Et demain, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature va faire des annonces. Des annonces vraiment qui vont soulager et les nouveaux collègues magistrats et l'ensemble du corps. Du côté du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, la mobilisation est totale. Dans le bureau du service de documentation, le magistrat 2025, futurs auditeurs de justice ont reçu leur macaron d'accès. Une session organisée sous la coordination du chargé de logistique et du directeur administratif du Conseil supérieur de la magistrature pour assurer une gestion fluide de participants le jour de la cérémonie. Tout est donc fin prêt pour ces rendez-vous qui consacrera le lancement officiel de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats. Une étape décisive dans la mise en œuvre de la réforme judiciaire voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et portée par le Conseil supérieur de la magistrature. Une délégation du Fonds national d'entretien routier a visité le 28 octobre les travaux financés par le FONER à Tchikapa en compagnie du gouverneur du Kasaï, qui a même félicité les œuvres effectuées dans le cadre de la lutte anti-érosive et voirie dans ces coins de la RDC. Gaëta Mangalan. De travaux de lutte anti-érosif et voirie financés par d'entretien routier visité par ces délégations accompagnées du gouverneur de province du Kasaï dans ces quartiers communes de Tchikapa. À Tumba Mwanamwanza, plusieurs infrastructures et édifices historiques sauvés de la menace d'un ravin qui avait englouti plusieurs maisons. Nous remercions infiniment le gouverneur pour sa venue. Cela prouve qu'il a le souci de sa population. Au site érosif de Sogajik et à l'école Kapongo, le constat est plutôt satisfaisant, déclare le gouverneur de province qui remercie le FONER pour ses œuvres dans la province du Kasaï. On est à 90% satisfait de l'accompagnement du FONER et nous disons merci à monsieur le DG, monsieur le directeur général du FONER, qui ne se lasse pas, qui continue toujours à soutenir la province du Kasaï. Voilà de quoi faire réagir le chef de la délégation du FONER, aussi le directeur provincial de l'office de voirie et drainage, maître d'ouvrage. Nous sommes d'abord satisfaits de l'effort que l'autorité du FONER a pu entreprendre pour le financement de la lutte anti-érosive dans cette ville qui a un fléau terrible. Une joie immense d'avoir reçu la délégation du FONER qui est venue chez nous, visiter les travaux que l'OVD est en train d'exécuter. La population de ces coins de la RDC salue à travers ces nombreuses réalisations le leadership de Pierre Bundoking, directeur général du FONER, de travaux à impact visible qui entre dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord. Vers un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Angola pour la mobilisation des villes congolaises et améliorer le cadre de vie de la population, la ministre déléguée en charge à l'urbanisme et à l'habitat, Angèle Yogobankasa, a reçu une délégation de la firme angolaise Caldrigo. L'idée est de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à rendre les villes congolaises plus propres. Reportage. Dans le cadre de la nouvelle politique visant à moderniser les villes congolaises pour améliorer les cadres de vie des habitants, la ministre déléguée à l'urbanisme et à l'habitat, Angèle Bangaza Yogo, s'engage activement pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayée par le gouvernement central
Ce jeudi, la ministre Bangaza a tenu une rencontre stratégique avec une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie angolaise, axée sur la politique de développement urbain. L'objectif de cette rencontre était de sceller un partenariat bilatéral avec l'Angola pour la mise en œuvre de projets urbains d'envergure. Ces projets visent non seulement à moderniser les villes, mais incluent également le volet de formation pour les jeunes dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture. Nous sommes vraiment impressionnés pour l'accueil surtout. Madame la ministre nous a offert, comme nous sommes ici accompagnés avec les entreprises, donc Owen, l'entreprise qui évolue déjà ici, qui nous accompagne, et l'entreprise Caldrigo, la représentation de l'architecte Rita, qui est la prix Nobel de l'architecture, et notre partenariat qui doit être consolidé justement pour des raisons d'amélioration des cités. Ce train d'innovation vient soutenir les efforts de la ministre Bangaza, qui, depuis son arrivée à la tête de ses portefeuilles, œuvre sans relâche pour restaurer l'attractivité des villes congolaises. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Du gouvernement, la République démocratique du Congo. Compte rendu du gouvernement. Compte rendu du gouvernement. Compte rendu de la 66e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 7 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 66e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication de la Première ministre. La communication de la Première ministre, chef du gouvernement, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De sa participation à la conférence CNN Global Perspective à Londres. La Première ministre a informé le Conseil qu'elle a représenté notre pays à la conférence CNN Global Perspective Africa Édition, organisée à Londres le 3 novembre 2025. Elle a participé à un panel de haut niveau aux côtés de plusieurs dirigeants politiques, économiques et investisseurs internationaux pour rappeler le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans l'économie mondiale. À cet effet, quelques priorités ont été mises en avant, dont 3, à savoir 1. Le rétablissement durable de la paix à l'est du pays, condition essentielle à la stabilité régionale. 2. La diversification des partenariats économiques internationaux, axés sur la transformation locale des minerais stratégiques
la création d'emplois nationaux, tout en assurant la préservation de l'environnement. 3. La promotion du leadership féminin comme pilier d'un développement inclusif durable. En marge de ces forums, la délégation congolaise a été reçue respectivement par les vice-premiers ministres et secrétaires d'État à la justice et le ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni. Avec ces deux membres du gouvernement britannique, il a été question de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, de la nécessité d'un soutien accru au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'engagement du Royaume-Uni d'accompagner les réformes menées par notre pays en matière de gouvernance, de climat des affaires et d'investissement productif. Il a été aussi question de la gestion coordonnée de l'immigration clandestine en provenance de la République démocratique du Congo. Plus spécifiquement, de la mise en place d'un mécanisme concerté permettant l'accueil rapide, sécurisé et respectueux des droits fondamentaux de nos compatriotes en situation irrégulière, ainsi que l'assistance nécessaire en vue de leur accompagnement et de leur réinsertion digne au pays. À cet effet, la Première ministre a invité le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale, Francophonie et diaspora congolaise, d'en faire un suivi efficace. 2. De la nécessité de prévenir les risques liés à la saison des pluies. Évoquant les dernières prévisions publiées par l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat en sigle, la Première ministre a indiqué que la saison des pluies qui s'installe dans le pays présente des risques météorologiques élevés, susceptibles d'entraîner de nouvelles inondations et d'importantes perturbations environnementales, à l'instar de la dernière saison. Face à l'impératif d'agir de manière coordonnée et préventive, elle a invité le ministre concerné par la problématique de considérer systématiquement les informations de météo en vue de prendre des dispositions adéquates. De ces faits, en droite ligne avec la politique nationale de gestion des risques, des catastrophes adoptée lors de la 65e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 31 octobre 2025, la Première ministre a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, par ses services habilités, notamment la cellule permanente d'alerte et d'urgence, de prendre toutes les mesures idoines pour mettre à la disposition du gouvernement un cadre opérationnel actualisé d'analyse des risques et des contingences face aux effets prévisibles d'inondation. Elle a enjoint également le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, en collaboration avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et des structures techniques concernées, de tout mettre en œuvre pour accélérer et terminer les démolitions sur les sites non aedificandi, les travaux de curage des caniveaux et de l'évacuation des immondices. Afin d'assurer que le délai annoncé du mois de décembre prochain pour la fin de travaux de voirie dans la capitale sera respecté, la Première ministre a chargé le ministre des Infrastructures et Travaux publics et celui des Finances de lui présenter dans les 72 heures la situation des paiements de toutes les entreprises prestataires. 3. De l'accord préliminaire sur la revue des programmes avec le Fonds monétaire international. La Première ministre est revenue sur l'accord préliminaire trouvé avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la seconde revue du programme des facilités élargies des crédits et de la première revue du programme des facilités pour la résilience et la durabilité, qui a salué les progrès engrangés et encouragé la poursuite des efforts, notamment en matière de mobilisation des recettes intérieures et de rationalisation de la dépense. Dans le but de consolider la trajectoire des disciplines budgétaires retrouvées
Elle a chargé le vice-premier ministre, ministre de budget, ainsi que le ministre des Finances, de procéder à un réajustement du plan de trésorerie et du plan d'engagement budgétaire du dernier trimestre 2025, de manière à aligner les décaissements aux recettes projetées sur la dite période. La Première ministre a dû compter sur la responsabilité de chacun des membres du gouvernement pour assurer la rigueur et la transparence indispensables à la crédibilité de notre politique budgétaire et au maintien de la confiance de nos partenaires. 2 points d'information. 2.1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué notamment par la désapprobation et la dénonciation par la population des actes à la base de l'instabilité des institutions provinciales au regard de leur impact sur le développement des provinces. Sur le plan politique, il a informé le Conseil de sa communication faite à l'attention des membres des bureaux des assemblées provinciales, des gouverneurs et vice-gouverneurs, aux fins de leur rappeler la vision du président de la République sur la stabilité des institutions provinciales, surtout pendant cette période où notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure. Il a insisté sur l'impératif de garantir la cohésion nationale et le développement intégral. Dans le chapitre du banditisme et des criminalités, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a, à l'approche des festivités de fin d'année, fait le point de la réunion qu'il a tenue avec les services de sécurité pour la mise sur pied d'un plan opérationnel de lutte contre la criminalité. Dans cette perspective, l'opération Ndobo va se poursuivre avec des patrouilles diurnes et nocturnes. Pour terminer, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a brossé quelques cas de sinistres et catastrophes pour lesquels des instructions ont été données pour toutes fins utiles. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 2. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation opérationnelle et sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent leur position face à l'ennemi. Il a également passé en revue les opérations de traque menées contre les groupes armés en Ituri, mais aussi celles qui sont engagées au niveau du triangle Congo central, ville de Kinshasa, Grand Bandundu, dans la partie ouest du pays. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 3. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté les tableaux épidémiologiques en République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur la maladie à virus Ebola, le choléra et Mpox. En ce qui concerne Ebola, il a indiqué qu'il reste 24 jours de compte à rebours avant la déclaration officielle de la fin de l'épidémie. Si aucun nouveau cas n'est notifié, le dernier patient guéri d'Ebola est sorti du centre de traitement d'Ebola en date du 19 octobre 2025. En effet, aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié du 26 septembre au 5 novembre 2025, soit 41 jours sans notification d'un cas confirmé. Et les derniers contacts sont sortis de la cohorte de suivi depuis le 17 octobre 2025. S'agissant du choléra, la tendance à la 43e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas de choléra, passant de 1231 à 1069 cas suspects, dont 38 décès, soit une létalité de 3,6%.
La ville de Kinshasa, qui fait face à une résurgence épidémique, a notifié au cours de cette semaine 26 nouveaux cas suspects, dont 6 décès. Quant au Mpox, il a été noté une diminution importante des notifications, avec une baisse du nombre de cas positifs. Malgré cette décrue, la situation de l'épidémie de Mpox reste préoccupante dans le Sud Kivu. 252 cas à la 43e semaine contre 146 cas à la semaine précédente. Et au Sankuru, 257 cas à la 43e semaine contre 276 cas à la semaine précédente. Face à ces 3 épidémies, les actions de riposte en cours ont été présentées et des recommandations ont été formulées au gouvernement. Le Conseil a pris acte de cette information. 4. Note d'information relevant de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a présenté une note d'information relative à la problématique de la paie du personnel des établissements publics de formation professionnelle sous mandat de gestion. En effet, le Service national des contrôles des effectifs et éléments de paie du personnel enseignant et formateur opérationnel dans son ministère a décelé des difficultés d'ordre structurel et opérationnel, entraînant ainsi des arriérés de paiement du personnel de ces établissements. Évoquant l'évolution des effectifs pléthoriques des centres agréés et la masse salariale y afférente, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a précisé que depuis juin 2024, aucun mandat de gestion n'a été octroyé à un nouvel établissement pour des raisons évidentes. Afin d'assainir et de rationaliser les effectifs pour déceler les fictifs ou les doublons, une mission de vérification a été diligentée sur le terrain à Kinshasa, conformément aux instructions de la Première ministre données lors de la 60e réunion du Conseil des ministres du 26 septembre 2025. Il en ressort que 209 établissements mécanisés repris sur le listing de paye avec 8360 agents déclarés sont non opérationnels et 263 établissements non mécanisés mais détenteurs des arrêtés d'agrément sont introuvables. Pour permettre la poursuite de l'identification des centres réellement existants et opérationnels à travers l'étendue du pays, l'accompagnement du gouvernement a été sollicité, autant que la mise en place d'une commission paritaire, budget, finances, fonction publique, formation professionnelle, en vue de gérer et régulariser la situation de paie de ces agents sous la supervision de la primature. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a enfin souligné l'impératif d'accélérer les processus de construction des centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 3. Approbation d'un relevé de décisions. Les membres du Conseil ont approuvé le relevé de décisions prises lors de la 65e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 31 octobre 2025. 4. Examen et adoption de 2 textes. 4.1. Projet de loi relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis pour examen et adoption le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 18 novembre 2025. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. 4.2. Le projet de loi relevant du secteur des affaires foncières. La ministre des Affaires foncières a, quant à elle, soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, tel que notifié et complété par la loi numéro 80
008 du 18 juillet 1980. Elle a indiqué que l'objectif principal de cette réforme foncière est de renforcer le cadre légal et de l'adapter aux exigences actuelles de la modernisation de l'administration, du développement durable et de la sécurisation des droits et investissements fonciers. Ce texte réaffirme les principes fondamentaux de 1. La propriété exclusive, inaliénable, imprescriptible du sol au profit de l'État. 2. La distinction des terres du domaine public et celles du domaine privé. Et 3. L'attribution des droits de jouissance sur les terres du domaine privé, moyennant un contrat de concession foncière. La ministre des Affaires foncières a brossé une douzaine d'innovations, apportées lesquelles constituent des réformes visant à valoriser le foncier comme levier de développement durable, tout en assurant la sécurité juridique des droits, la paix sociale et la stabilité. Ce qui est en cohérence avec la vision du chef de l'État traduit dans le programme d'action du gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Commencé à 15h46, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h05. Je vous remercie.